Les agents de Pôle emploi sont en grève. Ils dénoncent la politique mise en place par l'acteur public. Absence de projet adapté à la réalité, pérennisation de la précarité. Les accusations sont multiples. Et la première tranche de l'hôpital de Beauperthuis à Pointe-Noire a été livrée. La direction présentait au public ce matin ce lifting et son offre de soins. Les autres travaux seront entamés dès 2017. Le reportage de Jacques Canval, de Patrick Curie et de Moïse Dexter est à venir. Le député maire Éric Jalton veut s'assurer des bonnes conditions de travail des écoliers et des enseignants. Il a rencontré les directeurs des écoles de sa commune. Ils ont dressé un premier bilan de la rentrée scolaire et posé surtout les bases de l'avenir. Les amateurs de salsa vont se régaler ce week-end. Il y aura de la danse latine pour tous les goûts. La 6e édition du meeting de la salsa ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'à dimanche à Gosier et à Bemao. Paroles et musique en fin d'édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Depuis plusieurs jours, les salariés de Pôle emploi sont en grève. Ils dénoncent une politique de précarité entretenue par le principal acteur du service public en la matière. Reportage Karen Diam. Avec une quinzaine d'agences pour environ 600 employés, le Pôle emploi Guadeloupe et Île-du-Nord observe un mouvement de grève depuis le 18 octobre dernier. À l'origine de leur mobilisation, un cahier de revendications comportant 48 points, dont les conditions de travail, les carrières ou encore l'opérationnel. On a des problèmes par rapport aux conditions de travail qui ont dégradé. Chaque année, nous avons déploré des séances collègues par rapport aux conditions de travail, mais aussi par rapport aux demandeurs d'emploi, qui seul canal d'accès à Pôle emploi, c'est Internet. Je trouve ça inadmissible, c'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi est rentré à Pôle emploi, c'est Internet. Mais pour venir, nous avons voulu inscrire Internet. Et si pas ça utiliser Internet, ou mêler. Et donc ça c'est inadmissible, nous disons direction de ça c'est inadmissible, d'autant plus soit dans un pays où on y a le monde qui n'a pas Internet, qui n'a pas de couverture. Donc à tout veiller, quand j'ai vu dans ces agences-là, c'est des jeunes emploi civique qui ont aidé à inscrire. Donc il y a des gens qui pas arrêté, qui pas inscrire, qui parti parce que bon, c'est pas évident que ce sont tout un jeune qui inscrire. Bon voilà, c'est principal en nous, dans revendication nous. Entré en négociation hier après-midi avec la direction, les discussions auront duré toute la nuit pour les deux parties qui sont tombées d'accord sur le premier point. Nous fait un seul point qui était à concerner justement l'accès à Pôle emploi autrement que par uniquement Internet. Nous obtenons que si un demandeur d'emploi qui venu à l'agence et qu'il y a des difficultés pour utiliser Internet et qu'il préférait qu'il inscrit comme conseiller recevoir, eh bien, conseiller recevoir ici pas une possibilité. Je donne rendez-vous pour le lendemain. Mais c'est inadmissible que ce soit que sur Internet. Interrogée, la direction n'aura pas souhaité s'exprimer, préférant favoriser la négociation en première instance. Mais selon le syndicat, l'ambiance serait tout autre à l'intérieur. Nous avons fait une direction qui fermée, autiste, fermée. Moi, si tu ramènes pas, c'est pas possible. Donc, sur les 48 points, 47 autres points que nous avons, ils balayent nous. Toutes, c'est ah oui, j'ai déjà fait, j'ai mis en place, ou c'est au niveau national que c'est décidé. En seul but, bon, nous, il dit oui sur les 48 points, oui, parce que c'est plus bon nous des panneaux syndicaux qui ont fermé en même que nous avons droit par la loi. Mais si on continue comme ça risque d'être tiré. Donc, c'est pas évident parce qu'il faut mobiliser. Tout le monde sait les difficultés qu'il y a à mobiliser, travailler. Parce que la direction a fait un travail de sabotage derrière. En attendant, 6 agences sur 15 sont fermées, dont celle de Saint-Martin. Un constat qui, selon la direction, n'a pour l'instant aucun impact pour les usagers. Et les journées de l'entreprise ont débuté ce matin au WTC de Jarry à Bemao, organisé par l'Ordre des experts comptables. Elle vise cette année à accompagner les entrepreneurs dans leur développement numérique. Les précisions de Karen Diam. Pour leur 15e édition, les journées de l'entreprise se sont axées sur le numérique. Une orientation en adéquation avec l'évolution du secteur économique. La philosophie du business a changé. Donc, les GAFA, Google et Amazon, Apple, voilà, se retrouvent en fait des concurrents de nos très petites entreprises. Alors moi, je prends toujours l'exemple du petit libraire qui est au coin de la rue, qui vend ses livres, qui vend ses journaux, qui se retrouve face à Amazon, face à la FNAC. En fait, moi, je peux acheter mes bouquins 24 heures sur 24. Lui, il ferme sa librairie à 18 heures. Donc, vous voyez l'importance. Donc, il doit avoir une autre philosophie de son business. Il doit inclure dans sa stratégie de développement
bien l'innovation. Dans cet espace, une multitude de stands proposant chacun des services numériques mis en place pour faciliter la démarche des chefs d'entreprise. Ici, la CGSS met en avant son portail Internet. On a plusieurs sites pour pouvoir faire les déclarations en ligne. Donc il y a le site du recouvrement, donc ursaf.fr, où donc l'employeur peut faire des demandes d'attestation d'employeur en ligne. Et ça va très vite, au lieu d'avoir à téléphoner ou voire à se déplacer, venir à l'accueil, donc perdre pas mal de temps. Donc on a ce site qui permet donc facilement de faire une demande rapidement. Il y a aussi donc le site pour la saisie des DADS en ligne, donc c'est eventail.fr. L'employeur qui n'est pas équipé donc d'un logiciel de paye et qui veut faire sa déclaration annuelle des données sociales en ligne peut donc aller sur le site e-eventail.fr pour faire sa déclaration. Une offre vaste et diversifiée, comprenant depuis le mois de mai dernier la DSN, déclaration sociale nominative, qui regroupe plusieurs déclarations en une, un service peu connu des chefs d'entreprise, mais qui suscite un vif intérêt. Moi, je ne le savais pas encore. Et j'ai reçu l'exonération pendant 1 an comme pour tous les chefs d'entreprise. Et là, je viens me renseigner au stand et ils m'ont déclaré qu'ils vont créer un site personnel pour moi en tant qu'employeur. Je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette parce que c'est l'avenir. Hein. C'est ça qui nous permet d'améliorer notre offre. Et avec ça, je ne perds pas de temps. Je ne fais pas la queue, surtout. Faciliter la vie des chefs d'entreprise est donc un pari réussi pour cette 15e édition, qui aura réuni une trentaine d'exposants et vu défiler des centaines de visiteurs. Et les urnes ont livré leur verdict concernant la présidence de la Chambre des métiers de l'artisanat. C'est la liste Ensemble pour l'artisanat, préparons l'avenir autrement, conduite par Franck Lasserre, qui est sortie gagnante avec 2734 voix, loin devant la liste de Patrick Chouan qui a récolté 690 voix et 238 pour la liste menée par Simon Vainqueur. La ministre des Outre-mer est en visite dans notre archipel depuis 2 jours. Elle a rencontré de nombreux acteurs sur le terrain afin de mesurer les besoins réels de notre département. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur était également en visite chez nous. La semaine prochaine, ce sera au tour du ministre du Travail, Myriam El Khomri, de faire le déplacement. Que pensez-vous de ces visites ministérielles? Sont-elles utiles, selon vous, pour la Guadeloupe? Patrick Curie et Moïse Dexter ont osé vous poser la question. On vous écoute. Pour l'ensemble des Antilles, oui, parce qu'ils viennent ici pour voir ce qui se passe, comment ça évolue, mais après, pour faire des propositions et les réaliser, ça c'est autre chose. Je pense, oui. Pourquoi? Il faut qu'il sache ce qui se passe ici. Le ministre, c'est son pays. Et pour bien l'administrer, il doit quand même voir les administrés. Mais s'il ne voyage pas, il ne voit pas les personnes qui est en train de gouverner. Mais il ne peut pas connaître leurs besoins. Parce que ça permet de montrer un peu la Guadeloupe et ça montre qu'il s'occupe un peu de nous, quoi. Bien que je ne vois pas l'utilité quand même. Parce que tout se passe au niveau de la France, les décisions sont déjà prises. Donc ils viennent ici pour faire leur politique. Enfin, mon avis personnel. Oui. Pourquoi ? Je garde mes pensées pour moi. Nous sommes un département, nous sommes une région française. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait des visites ministérielles. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien, ça ne change pas le problème ici. Ils viennent, ils repartent, après c'est tout. Donc si ça changeait quelque chose, ouais, pourquoi pas. Oui, nous sommes un département français, ils sont obligés de venir ne serait-ce que visiter le pays. Donc je pense que c'est une bonne chose. Après, en profondeur, est-ce qu'ils ont réellement le temps de voir tout ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on rencontre beaucoup de difficultés. C'est à nous d'être vigilants et puis de poser des bonnes questions et de demander les choses nécessaires. Le député maire Éric Jalton a rencontré ce matin les directeurs d'école de sa commune. Une rencontre annuelle qui avait pour objectif de dresser le bilan de la rentrée scolaire, mais aussi l'occasion de faire le point sur les actions éducatives mises en place sur son territoire. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Jacques Canval. Cette réunion annuelle du député maire des Abîmes avec les 35 directeurs d'établissements scolaires de la commune a permis d'établir un bilan de l'année sur les différentes difficultés rencontrées. Donc faire le point, concrètement, les 1 million de travaux que nous avons
fait un peu plus sur nos 37 écoles et et davantage encore pour les cantines scolaires. Nous 27 réfectoires, 27 cantines aux Abîmes. Cette cuisine centrale flambant neuve que nous avons installée aux Abîmes qui réalise plus de 5000 repas. Donc tout un tas de problématiques qu'il faut discuter. Évidemment, les directeurs ont mis l'accent sur une communication qu'on pourrait améliorer avec les services de la ville. On a bien pris note et puis quelques engagements en la matière. Pour le reste, ils sont généralement satisfaits et conscients de l'effort réalisé en période de crise par la ville. La sécurité aux abords des écoles, l'une des priorités du gouvernement, un point abordé ce jour. L'insécurité, de gros travaux ont été faits en matière de sécurisation passive et active des écoles. On a envisagé, on n'aime pas parler aujourd'hui, de la vidéoprotection qui doit assurer un maximum de présence au niveau des abords des établissements scolaires. Évidemment, on ne va pas les nommer pour ne pas informer les délinquants, pour sécuriser nos établissements scolaires, parce que la vidéoprotection, c'est vraiment une priorité dans les zones commerciales très fréquentées et au niveau des établissements scolaires. La communication interne dans la municipalité ne laisse personne indifférent. Celle-ci a été pointée du doigt compte tenu des nombreuses incohérences qui règnent entre les services et les écoles. Au niveau de la ville des Abîmes, effectivement, il y a une difficulté de communication avec certains services, mais c'est surtout un problème structurel. Après, nous, on a de très bons contacts avec ces mêmes services, avec les personnes qui y travaillent. Mais c'est vrai qu'il est important que le maire soit au courant quand même, que tout ne se passe pas exactement comme il aurait souhaité que ça se passe, comme nous tous d'ailleurs aurions aimé souhaiter que ça se passe. Autre point négatif, le transfert de l'école mixte 2 de Grand Camp qui s'effectue en pleine année scolaire se veut éprouvant tant pour les enseignants que pour les élèves. Ben là, nous sommes dans un déménagement d'école puisque nous allons juste dans l'école d'à côté. Donc ça se fait pendant les vacances, c'est pendant l'année scolaire, je dis les vacances pendant l'année scolaire. Donc c'est un petit peu plus difficile à gérer que quand c'est fait en fin d'année. Mais effectivement, nous comprenons les problèmes de rénovation urbaine qu'a la ville des Abîmes. Donc on se plie à certaines évidences, mais c'est pas facile et c'est pas... Il faut que le maire soit au courant de nos difficultés à ce niveau-là. Cette mise à plat permettrait en théorie de repartir sur de bonnes bases. L'idée, selon les principaux concernés, serait d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Si vous aimez la bachata et la salsa, vous ne manquerez certainement pas ce grand rendez-vous, le meeting de la salsa qui a commencé aujourd'hui, qui se déroulera jusqu'à dimanche. Nos deux invités nous en diront plus. Et puis, gros plan sur les maisons de demain. Les professionnels de l'habitat misent en tout cas sur les énergies renouvelables pour des maisons beaucoup plus accueillantes et toujours en harmonie avec leur environnement. Mais avant, direction Pointe-Noire, la première tranche des travaux de reconstruction de l'hôpital Beauperthuis est achevée pour présenter le nouvel hôpital et informer le public sur l'offre de soins. Une journée portes ouvertes était organisée aujourd'hui. Le reportage est signé Patrick Curie, Moïse Dexter et Jacques Canval. Construit en 1958, l'hôpital Louis-Daniel Beauperthuis n'était plus aux normes. La décision de rénover cet établissement de Pointe-Noire est prise dès 2004. Cependant, le chantier ne va débuter qu'en janvier 2011 pour s'achever, ou du moins sa première tranche en janvier dernier. C'est pour montrer ses habits neufs que le centre a décidé d'ouvrir ses portes au public. Alors c'est une... Et nous reviendrons ultérieurement dans cette édition sur ce reportage qui concerne le nouvel hôpital de Beauperthuis à Pointe-Noire. La zone Caraïbe comporte plusieurs facteurs de risque de diffusion de la grippe aviaire, notamment avec les oiseaux migrateurs qui peuvent la transmettre aux volailles. Avant d'être transmise à l'homme, ce virus porte le nom d'influenza aviaire. Pour s'en protéger, le CIRAD a formé 8 experts caribéens. Le reportage est signé Linda Kayarsi. La zone Caraïbe comporte plusieurs facteurs de risque d'introduction et de diffusion de l'influenza aviaire. Alors c'est un virus porté par les oiseaux qui a des impacts dramatiques sur la production de volailles avec une forte morbidité, une forte mortalité. Il y a eu aux États-Unis une émergence de ce virus-là au sein des élevages. Donc il y a des risques d'introduction non seulement par les oiseaux migrateurs. Alors, pour lutter efficacement contre ce virus, 8 experts ont été formés par le CIRAD et l'USDA dans le cadre d'un atelier organisé par le réseau caribéen de santé animale CaribVet. Le but de cette formation, c'était de renforcer les compétences en ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique, c'est-à-dire la cartographie, pour identifier dans les pays d'où viennent ces experts les zones à risque d'introduction et de diffusion du virus influenza aviaire. Cet atelier a produit des résultats significatifs. Chaque pays a développé 3 cartes de risque
à consolider avec la collecte de nouvelles données sur le terrain, une carte d'introduction, une carte de probabilité de dissémination et une carte de synthèse des risques. Donc une fois les zones à risque identifiées, les services vétérinaires peuvent déployer sur ces zones-là spécifiquement des actions de surveillance qui coûtent moins cher puisqu'on diminue de cette manière-là les ressources humaines nécessaires pour faire la surveillance, et diminuer le nombre d'échantillons et ça diminue aussi les coûts d'analyse. En résumé, pour détecter efficacement et rapidement le virus, il est nécessaire d'harmoniser les méthodes de surveillance. Alors en fait, suite à l'épisode influenza aviaire hautement pathogène qu'il y a eu aux États-Unis, le réseau Carivet s'est mobilisé et a décidé de mettre la région sous alerte et on a mis en place un plan régional avec plusieurs composantes. La composante analyse de risque en était une. Il y a aussi une composante laboratoire pour aider les laboratoires à les guider sur les bons tests à réaliser avec des composantes de formation aussi. Outre la problématique de influenza aviaire, d'autres infections liées aux tiques ou encore aux moustiques n'échappent pas à la vigilance et aux travaux de recherche de Caribvet, spécialiste de la santé animale. Alors je pourrais citer un exemple, on a un projet en cours qui implique 5, je crois c'est même 6 îles de la Caraïbe, plus la Guadeloupe et la Martinique. Et ce projet vise en fait à comprendre, à découvrir les pathogènes potentiels pouvant être transmis par les tiques. Donc comment on fait? Très pratiquement, on va collecter les tiques dans les différents pays et on met en place sur ces tiques des technologies très récentes et très modernes qui consistent en fait à regarder tout ce qui est microbes présents dans la tique. Un nouveau cycle de formation devra permettre de consolider les protocoles de surveillance basés sur le risque influenza aviaire. Les résultats scientifiques obtenus dans ce cadre seront présentés lors de la conférence internationale GeoVet qui se déroulera du 7 au 11 novembre 2016 au Chili. À son palmarès, il affiche 9 titres de champion du monde et 4 médailles olympiques. Grégory Baugé est de passage en Guadeloupe et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Grégory Baugé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, j'ai évoqué votre franc-parler. Nous avons lu votre interview accordée à nos confrères de France Antilles. Alors, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, hein, je vous cite. Si Philibert Moueza se représente comme président du comité régional de cyclisme, c'est un peu comme si Hollande se représentait. Votre bilan sur l'action de Philibert Moueza est si négatif? Négatif, oui. En ce qui concerne le cyclisme sur piste, pour moi, c'est un bilan négatif. Force est de constater, depuis son arrivée, c'est vrai qu'il y a eu un championnat d'Europe mis en place en 2014, dont j'ai été vainqueur, j'en suis fier, mais derrière ça, il n'y a rien eu. C'est regrettable, aujourd'hui, quand même, je tiens à le dire aux Guadeloupéens, j'ai réalisé un stage en novembre 2012, justement, après les Jeux Olympiques. De ce stage, il y a 2 coureurs qui sont médaillés d'argent sur les championnats de France, que ce soit l'année dernière ou cette année. Donc j'en suis satisfait et fier. Mais je veux dire, au niveau de l'action guadeloupéenne pour le cyclisme sur piste, pour vous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va revenir un petit peu sur cet épisode douloureux, hein, l'élimination prématurée à Rio. Comment vous avez vécu cet événement? L'élimination, oui, en quart de finale, c'était très dur, hein, à titre individuel, très dur, puisque c'est un objectif de carrière, il y a une préparation, il y a un investissement énorme, et de ne pas arriver au bout ou même d'aller décrocher une médaille, ça a été très dur. Aujourd'hui, on est fin octobre, on arrive en novembre. J'avance avec le temps, et puis le fait d'avoir vu beaucoup de personnes, des enfants, des personnes âgées aussi, contents pour moi par rapport à cette médaille, ça m'aide aussi à avancer. Avez-vous des regrets sur certaines déclarations, par exemple vos accusations par rapport à l'encadrement français? Non, j'ai aucun regret, j'ai fait les choses comme je le pensais être bon, et pour l'équipe de France et pour moi-même aussi, donc non, le regret peut-être que justement j'aurais peut-être dû jouer solo et penser vraiment qu'à moi.
c'est un trait de ma personnalité où je pense que, en plus avec l'expérience, je pensais que faire le maximum et aider cette équipe de France, tout simplement. En tout cas, la presse nationale ne vous a pas épargné. Hein. Elle affirmait que vous avez un ego surdimensionné. A-t-elle été trop sévère envers vous? Avez-vous le sentiment d'être finalement peut-être incompris? Oui, bah, je sais, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas de cette année hein, que j'ai ce sentiment-là, mais ça me fait rien. Moi, je pense que oui, en France, justement, on a du mal avec les quelques sportifs, les rares sportifs qui affirment pas mal de choses. Donc des fois, ça réussit, des fois, ça réussit pas. Mais bon, moi, c'est dans mon tempérament, je suis comme ça. Je m'entraîne très dur toute l'année pour des objectifs, donc j'ai pas peur d'annoncer que voilà, je veux décrocher l'or, tout simplement. Vous aviez laissé également entendre que vous pourriez mettre fin à votre carrière. Ce soir, je vous pose la question clairement, est-ce que ce sera le cas? Oui, c'est vrai que j'ai annoncé très rapidement justement l'arrêt de ma carrière, une possibilité d'arrêter la carrière. C'était un peu à chaud. Depuis, il y a quand même quelques semaines, quelques mois qui sont écoulés. J'ai pas pris vraiment de réelles décisions. Je sais pas encore. En tout cas, aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je me sentirais capable de repartir. J'ai que 31 ans, je ne suis pas fini, je sais ce que je vaux, je connais ma discipline. Bien sûr, le niveau augmente d'année en année, mais on verra. Mais ça dépend aussi de pas mal de choses. Comme j'ai dit aussi, il y a des conflits avec, enfin des désaccords plutôt avec la fédération. Voilà, on sort d'une Olympiade, il va y avoir une nouvelle Olympiade. Est-ce qu'il y a un nouveau staff qui va arriver? Il va falloir déjà faire le bilan de cette Olympiade pour essayer de repartir. Alors, si je continue ou si je ne continue pas, mais en tout cas, il va falloir faire ce bilan pour avancer. Grégory Boget, vous avez l'air très indécis, très partagé. Qu'est-ce qu'il faudrait comme signal, finalement, pour vous encourager à continuer, en tout cas avec l'équipe de France? Qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense que non, mais c'est déjà moi-même. Bien sûr, si je sais que demain, il y a une nouvelle équipe qui arrive en place, si déjà on arrive... Enfin, moi, j'attends déjà justement un échange avec la DTN, et puis après, on verra. Mais c'est moi qui vais me décider. Je pense que voilà, mon séjour en Guadeloupe va me faire énormément de bien. J'étais frustré puisque j'ai pas pu venir me préparer justement en Guadeloupe. Donc là, le fait de revoir les amis, la famille, ça va me donner, je pense, du moral en plus pour les mois qui vont venir. Donc je prendrai ma décision très prochainement. Vous avez tenu à venir avec votre médaille ce soir? Oui, bien sûr. La médaille de bronze des Jeux Olympiques. Hein. C'est ma 4e médaille. J'en suis fier. J'en suis très fier, puisqu'en plus c'est la seule médaille du cyclisme. Donc non, je suis très content et ça me récompense à moitié de mes efforts. Ça vous aide justement à voir l'avenir? Quels sont vos projets? Non, pas forcément, puisque moi je fonctionne par étapes. Et donc l'étape des Jeux Olympiques de Rio est déjà passée, donc après il va falloir avoir d'autres objectifs. Mais déjà, comme j'ai pu dire, hein, si je continue ou si je ne continue pas, je veux vraiment avoir un rôle dans le cyclisme guadeloupéen, surtout sur la piste. Et je suis conscient que si moi je ne me bouge pas, c'est personne d'autre qui fera en sorte que le cyclisme guadeloupéen et la piste bougera. Comme j'ai dit, j'ai fait un stage en 2012, il y a eu beaucoup de jeunes, ça n'a pas forcément été suivi. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, je veux, comme j'ai dit, je continue ou je ne continue pas, mais en tout cas, j'ai envie de donner à la Guadeloupe mon savoir-faire. Et on peut avoir beaucoup de champions et championnes aussi dans notre belle île. Donc moi, j'en suis convaincu et il va falloir justement discuter avec les dirigeants du sport guadeloupéen. Grégory Boget, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et nous prenons la direction de Pointe-Noire, où la première tranche des travaux de reconstruction de l'hôpital Beauperthuis a été achevée. On regarde le reportage de Patrick Curie, Moïse Dexter et de Jacques Canneval. Construit en 1958, l'hôpital Louis-Daniel Beauperthuis n'était plus aux normes. La décision de rénover cet établissement de Pointe-Noire est prise dès 2004. Cependant, le chantier ne va débuter qu'en janvier 2011 pour s'achever, ou du moins sa première tranche en janvier dernier. C'est pour montrer ses habits neufs que le centre a décidé d'ouvrir ses portes au public. Alors c'est une reconstruction totale de l'établissement. Tous les anciens bâtiments qui n'étaient pas aux normes, comme je le disais, sont détruits et remplacés par des bâtiments neufs. Donc sous cette première tranche, nous avons reconstruit des bâtiments logistiques,
qui ont été réceptionnés en 2014, un peu avant les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis sur la partie hospitalisation, nous avons reconstruit 5 bâtiments qui accueillent aujourd'hui tous les services d'hospitalisation et tout le personnel spécialisé qui intervient au lit du patient. L'établissement possède le seul service spécialisé de l'archipel dans la prise en charge des addictions. Qui regroupe 31 lits, donc 21 lits pour la prise en charge pour l'alcool et les 10 autres lits pour la prise en charge des patients pour les autres produits, comme la cocaïne, le cannabis. Donc nous travaillons avec une équipe pluridisciplinaire autour du patient pour une prise en charge globale, c'est-à-dire une équipe composée des médecins, addictologues, des psychologues, d'infirmières. C'est avec plaisir qu'on a déménagé dans ces nouveaux locaux au mois d'avril et dont les patients également apprécient le confort, parce qu'on était dans des bâtiments qui étaient assez vétustes. L'hôpital, vu sa situation géographique, s'occupera également des soins de suite et de la réadaptation gérontologique pour les personnes qui cumulent plusieurs pathologies neurologiques au post-opératoire. En fonction de la pathologie, tantôt que si elle est neurologique, si elle est hémiplégique, la prise en charge ne va pas être la même pour un patient qui arrive et qui est gabataire, qui est resté alité. Nous avons pour ça un panel d'activités qu'on peut mettre en place pour pouvoir leur permettre soit de récupérer une autonomie qu'ils ont perdue, ou soit de maintenir une autonomie qu'ils ont, de manière à préparer leur retour à domicile. Les activités qu'on propose, c'est le massage déjà à visée circulatoire ou également tout ce qui est mobilisation passive, active pour entretenir les articulations et pour entretenir les muscles et également renforcement musculaire. La deuxième tranche débutera en mai 2017 pour s'achever en août 2018 si tout va bien. Elle comprendra la réhabilitation de 2 bâtiments ainsi que la construction de 2 bâtiments hospitaliers. Et en ce moment même se tient la 6e édition du grand meeting Salsa à Guadeloupe, à Gosier et à Bemao. De nombreux danseurs professionnels sont venus, ont fait le déplacement depuis l'Amérique latine. Et pour nous en parler ce soir, des passionnés sont avec nous. Anaïs et Jo, bonsoir. Bonsoir. Jo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'association Salsa Mania. Et Anaïs, vous êtes également un danseur passionné de salsa. Vous venez ce soir nous parler de ce grand meeting, c'est la 6e édition. Toutes les danses latines seront représentées. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler? Oui, alors c'est un grand événement qui arrive cette année. C'est un événement qu'on réalise tous les 2 ans. Et cette année, nous sommes 4 associations à l'organiser. Donc il y a l'association Salsa Mania, l'association Tiempo Salsa, Caribbean Passion Salsa et également Camino. Donc c'est un grand événement où nous avons invité divers danseurs de différents pays, des États-Unis, de Colombie, d'Italie, de Paris. Et nous avons aussi nos danseurs locaux dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et justement, ce grand meeting a déjà commencé. Il a commencé. Et on regarde tout de suite le reportage d'Isabelle. Elle nous en parle. Très bien. Le pas est loin d'être hésitant pour certains, moins évident pour d'autres. Mais heureusement, pour accompagner ces danseurs amateurs, un champion du monde de salsa colombienne. 1, 5 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sa mission, faire découvrir ou progresser les stagiaires débutants et confirmer. 6, 5, 6, 7, 1. Nous avons plusieurs classes de différents niveaux, des débutants et des confirmés, mais certaines personnes ici dansent pour la première fois, d'autres prennent déjà des cours. Par moments, cela paraît plus difficile ou plus facile parce qu'ils dansent en couple. L'intérêt est que tout le monde puisse arriver à s'adapter. Ce sont plus de 300 stagiaires qui navigueront ce week-end entre les 5 ateliers proposés par le meeting, de la salsa, de la rumba, mais aussi de la kizomba. Pour 120 € les 3 jours, tarif plutôt raisonnable, ce stage semblable à un meeting international rassemble tous les niveaux.
Ce meeting, il concerne vraiment tout le monde, les personnes qui n'y connaissent rien du tout à la danse, aux danses latines, les initiés, les débutants, toute personne en fait qui a envie de découvrir la salsa, la bachata, qui a envie de voir simplement des spectacles ou des personnes qui souhaitent également se perfectionner. Mais c'est vraiment ouvert à tous les publics, à toute la Guadeloupe. Toutes les journées se terminent par des soirées où les salseros étalent leurs prouesses sur la piste. Et Anaïs, bonsoir. Bonsoir. On s'est vu tout à l'heure, mais je ne vous ai pas présenté. Vous êtes membre de l'association Caribéenne Passion Salsa, donc, qui est basée sur la Basse-Terre. Donc on donne nos danses surtout le vendredi dans une boîte bien connue sur le sud Basse-Terre. Et c'est vrai que la salsa pour moi c'est surtout un exutoire. Ça permet après toute une semaine de stress, de dur labeur, de pouvoir se relâcher. Et lorsqu'on est dans la danse salsa, où on sent toute cette vibration, toutes ces émotions qui remontent, on se dit, elle est belle la vie. Donc c'est pourquoi j'invite tout le monde à vouloir venir à ce meeting pour pouvoir découvrir ce que c'est la danse latine, découvrir cette passion, cet exutoire. C'est beaucoup plus qu'une passion, donc ça permet de se relâcher, s'évader, quoi. Alors justement, on l'a dit, les gens pourront se défouler, il y aura des ateliers, des cours de danse toute la journée, pendant tout le week-end, jusqu'à dimanche. Comment va se décliner ce programme? Parce qu'il y a 2 villes, en tout cas, Gosier et Bemao. Tout à fait. Et vous disiez tout à l'heure, par exemple, que dans le reportage, que c'était un meeting semblable aux meetings internationaux. C'est un meeting international, et c'est le 6e, en Guadeloupe, avec de grandes pointures, des champions du monde de salsa, des champions internationaux, et des showmen comme Johnny Vasquez, comme Juan Matos. Et on a vraiment des doubles champions, triples champions du monde de salsa dans les grands concours internationaux. Donc comment ça va se passer? Nous sommes sur 2 sites. Déjà, Valère Lamy, le gymnase Valère Lamy à Bemao et l'hôtel Fleur d'Épée au Gosier. Dès ce soir, nous aurons le premier show avec différents artistes qui vont présenter un show de 2 heures. Nous aurons un show de 2 heures, suivi d'une soirée dansante, déjà. Alors comment se passe, comment est perçue la musique latine, la danse latine en Guadeloupe chez nous? Personnellement, je dirais que depuis très longtemps, nos parents, nos grands-parents dansaient déjà la salsa. Pas comme ça se fait maintenant, mais en tout cas, ils dansaient déjà et ils écoutaient. C'est une musique caribéenne. Donc, nous sommes touchés également par cette musique qui a des racines africaines également d'ailleurs. Voilà pourquoi ça nous concerne. C'est comme nous, la base c'est la percussion, c'est le grouka, donc c'est les mêmes rythmes, c'est le rythme caribéen, donc ça nous parle forcément lorsqu'on entend jouer de la salsa, ça nous parle parce que ça fait partie ça a les mêmes origines que les musiques qu'on a ici, le zouk, le grouka. Vous l'avez dit, c'est un meeting international avec de très grandes pointures de la danse reconnue sur la scène internationale, mais également ouvert aux amateurs. C'est-à-dire que moi, si je ne sais pas danser et je danse comme un pied, je peux venir. Tout à fait. Alors, et qu'est-ce que je vais y apprendre? Alors, comment ça se déroule? Donc, il y a les shows qu'il ne faut pas rater parce que c'est du spectacle, suivi des soirées dansantes à partir de 20h donc, mais en journée il y a des stages. Les stages c'est tout niveau et il faut se dire aussi surtout que ce n'est pas que de la salsa parce que parfois ça fait un peu peur la salsa, surtout tout ce qu'on voit, etc. Il y a de la salsa, de la bachata également, il y aura de la kizomba, il y aura du tango, il y aura pour les stages tout niveau, débutants, avancés, etc. Et il y a également nos danses. Il y aura un cours de bidine, il y a également du lewoz. Nous avons l'association Sakitao qui va présenter un show, mais qui va également animer un stage. Donc nous avons des diverses danses, parce que c'est le meeting de salsa, mais finalement le meeting des danses. Et vous avez dit, ça a déjà commencé, et il y a quelque chose d'ailleurs ce soir, en ce moment même. Exactement. Racontez-nous, expliquez-nous. Oui, alors donc ça va démarrer ce soir, le grand show à Valère Lamy à partir de 20h. Et bien sûr, il y aura un deuxième show demain. Et il faut savoir que ce n'est pas le même spectacle. Donc on peut venir vendredi, on peut venir aujourd'hui et également samedi. Deux shows différents. Et aussi dimanche, on termine par la beach party.
Anaïs et Jo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci Barbara. C'est le rendez-vous du week-end en tout cas. On vous attend tous parce que c'est le rendez-vous du week-end, le rendez-vous salsa, le rendez-vous de la danse. Et on passe à une autre actualité, un autre sujet, une autre thématique. À quoi ressembleront les maisons de demain? Les professionnels de l'habitat sont convaincus qu'elle sera écologique. Ils misent en tout cas sur les énergies renouvelables. Illustration en images en Martinique avec nos confrères. On regarde. C'est une bien étrange fleur sur le stand de cet exposant. En guise de pétales, d'immenses panneaux solaires qui s'orientent vers le soleil comme un grand tournesol mécanique. Un spectacle qui interpelle les visiteurs. Tout ce qui est novateur, c'est pour... il faut le prendre. Il faut aller de l'avant, il faut arrêter d'être trop sectaire, vous voyez. Il faut aller au-delà. Et ça, c'est merveilleux. Déjà pour l'énergie et déjà pour les économies. La Smart Flower est la grande nouveauté du Salon de l'Habitat 2016. Grâce à son tracker de soleil, le dispositif permet de gagner jusqu'à 40% d'énergie en plus par rapport à des panneaux solaires fixes. La fleur génère 10 à 13 kWh par jour. Pour avoir une idée à peu près précise de ce qu'on peut faire avec un kilowattheure, donc on peut par exemple dans le même temps regarder la télé entre 3 et 5 heures de temps, faire 1 heure de pompe à piscine, une demi-heure de sèche-cheveux, un cycle complet de machine à laver, une journée de réfrigérateur et avoir l'équivalent de 4 mois de réserve pour un téléphone portable. Donc avec 1 kWh, on peut faire tout ça. En Martinique, le taux d'ensoleillement correspond en moyenne à 1450 kWh contre à peine 950 en Allemagne, pourtant premier utilisateur de panneaux solaires en Europe. Les Antillais auraient donc tout intérêt à miser sur le solaire pour gagner leur autonomie énergétique. L'autoconsommation, le principe il est simple, vous produisez votre électricité dès le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Donc au fil de la journée, on peut fabriquer donc son électricité pour un coût qui va être en général divisé par 2 par rapport au coût classique d'un kilowattheure. La Smart Flower a tout de même un coût, comptez 25 000 €. Pour les budgets plus modestes, le recours au solaire peut prendre d'autres formes. Avec ces chauffe-eau solaires par exemple, grâce au coup de pouce financier d'EDF et de la CTM, la facture est considérablement allégée. Je vais prendre un exemple. Un chauffe-eau solaire pour une famille de 2 à 4 personnes a une valeur moyenne de 2 800 €. Ce chauffe-eau est subsidié à hauteur de, aujourd'hui, avec les doublements de primes, pour une maison de plus de 2 ans, est subsidié à hauteur de 500 € par EDF et 700 € par la CTM. Donc 1200 € pour un chauffe-eau qui coûte aujourd'hui 1880 €. Les économies d'énergie peuvent aussi se penser dès la construction. C'est le concept de l'écogite. Aération naturelle, double vitrage et surtout façade en bois, un matériau qui serait beaucoup plus écologique que le béton. Bon, une maison en béton va vous demander pas mal d'énergie au niveau de l'eau et au niveau de l'électricité aussi. Et là, sur une maison comme celle-là, si vous voulez, on peut espérer sur la construction déjà 20 à 30% d'économie sur l'énergie traditionnelle, quoi. Les professionnels de l'habitat élargissent de plus en plus leur panel d'équipements éco-responsables. Reste à convaincre les clients d'investir dans des maisons durables. Place aux informations pratiques maintenant et je vous rappelle qu'ATV s'est associé à Médecins sans frontières dans le cadre d'une opération, un appel aux dons. Les promesses ont déjà atteint les 68 717 €. Nous avons déjà reçu 62 dons et nous attendons encore. On fait appel à votre générosité pour aider Haïti. Une grande collecte destinée à financer un hôpital pour les grands brûlés. Toutes les informations sont disponibles sur le site touspourhaïti.msf.fr ou encore vous pouvez appeler au 0596 37 99 96. Et puis dans le cadre d'Octobre Rose, une journée de sensibilisation aura lieu lundi à Cosmédis. Vous pouvez avoir des renseignements au 83 04 12. Il sera question d'ateliers de marée-tête, de maquillage et aussi de témoignages de femmes qui ont réussi à vaincre la maladie. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la mairie du Moule de 8 h à 12h30. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.